Bonjour et bienvenue dans le numéro 0 de la vie du 13. Je suis Raphaël Knouch et tous les mois, nous essaierons de décortiquer ensemble la vie du 13e arrondissement de Paris et l'actualité nationale. Générique. Dans ce numéro 0, nous allons revenir sur l'actualité politique nationale et sur les différentes thématiques parisiennes et celles du 13e arrondissement qui nous intéressent. Lors de chaque fin d'année et début d'une nouvelle année, on a pour habitude de décortiquer ce qui s'est passé lors de l'année précédente et de se souhaiter la paix, la fraternité, la santé, etc. etc. Sauf que je pense que pour atteindre la paix, la fraternité et la santé, il faut lutter, il faut se battre. Et c'est ce que nous, en tant que militants politiques, nous faisons et ce que nous continuerons à faire dans les mois et les années à venir. Alors l'année 2018 est une année quand même qui a eu un élément particulier, qui est celui du surgissement sur la scène politique des Gilets jaunes. C'est un événement politique majeur qui va transformer le pays, qui va transformer la vie démocratique dans laquelle on est et qui va avoir un impact, de mon point de vue, positif sur l'ensemble des séquences politiques à venir. Alors ce mouvement, comme nous avons pu le voir, est un mouvement ample qui a surgi et qui a embrasé l'ensemble de la société. Dans tous les endroits, dans tous les lieux géographiques, dans les cafés, dans les bistrots, dans les cantines, dans les repas de famille à Noël, j'imagine vous aussi, nous avons eu des discussions sur le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est un mouvement qui est fondamental. Alors malgré le bashing médiatique, malgré la propagande gouvernementale, ce mouvement se maintient à une position importante au niveau de l'image qu'il a auprès de l'opinion. Plus de 70% des Français, si l'on en croit les sondages, ont une opinion positive sur le mouvement des Gilets jaunes. Mais ça ne s'arrête pas là. Je pense que ce qui est important et ce qu'il faut retenir dans cette séquence, c'est que cet événement majeur a servi aussi de déclencheur pour toute une série de luttes sociales et servira encore de déclencheur pour obtenir des batailles et des victoires sociales importantes contre la politique antisociale de Macron et de son gouvernement. Ainsi, nous avons vu que les policiers, en 48 heures, ont obtenu gain de cause. Tant mieux pour eux. Mais j'aimerais quand même m'arrêter sur ce point-là en particulier. Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale a parlé du salaire de la peur, concernant effectivement le fait que le gouvernement ait cédé aux revendications des policiers. Et effectivement, je pense qu'un des gains les plus importants dans la séquence politique qui est en train de se jouer, c'est que la peur change de camp. La peur passe aujourd'hui du côté des exploités, la peur qu'ils connaissent, celle de la peur du chômage, celle qui est la peur des fins de mois difficiles, celle de ne pas pouvoir satisfaire les besoins de ses enfants, etc., à la peur de perdre le pouvoir de la part des possédants, à la peur des oligarques de devoir céder sur des revendications sociales qui sont légitimes. Alors c'est un mouvement populaire, doublement populaire, à la fois populaire parce qu'il émane du peuple, et ensuite populaire parce qu'il est populaire au niveau de la population. Il est conscient de sa force et il est en train de s'enraciner dans la société de manière profonde. Je pense que c'est un événement majeur, fondamental dans la période politique qu'on est en train de vivre actuellement. Alors M. Macron, qu'est-ce qu'il s'imaginait? Avec toutes les vexations, tout le mépris qu'il a exprimé vis-à-vis de la population. Alors je cite les fainéants, les riens, les personnes qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un boulot, etc., etc. Il s'est trompé de peuple, parce que le peuple français, lui, ça n'est pas un peuple qui est gérable comme on gère une entreprise ou comme on gère une start-up. C'est un peuple qui a son histoire, et c'est surtout un peuple qui ne se laisse pas faire et qui sait se battre pour ses droits. Alors on a vu fleurir des actions conscientes avec dans les ronds-points toute une série de rassemblements, de discussions, toute une série de personnes qui se voient pour la première fois, qui élaborent collectivement. Et tout ça, ça forge une conscience collective, ça forge une conscience politique, et c'est tout à fait positif pour la société. Ce qu'il faut retenir aussi, par rapport à ce mouvement, c'est que le pouvoir est aux abois. Il est aux abois parce que, d'abord, il n'a rien compris à ce mouvement. Il pensait que c'était quelque chose qui était complètement marginal dans la société. Puis il s'est entêté, puis il a méprisé, puis il a cédé. Et je vais m'arrêter sur ce point-là particulier. Bien sûr qu'on n'est pas dupe de
la tentative du gouvernement de nous mentir sur les mesures qu'il a soi-disant annoncées. Néanmoins, le fait d'avoir, pour une fois, cédé symboliquement vis-à-vis des Gilets jaunes, c'est quand même une première, ce qui montre que ce pouvoir-là est un pouvoir qui peut reculer, est un pouvoir qui peut être battu, un pouvoir qui peut être défait, à la fois sur le terrain social et dans les urnes, et que son arrogance n'est finalement pas quelque chose qui ait un ancrage social réel dans la société, parce que ce gouvernement-là n'a fondamentalement pas de majorité sociale pour son programme, il n'a pas de majorité pour défendre M. Macron et sa politique. Alors qu'on ne raconte pas d'histoire, qu'on arrête l'enfumage au niveau de ce gouvernement-là, les Gilets jaunes demandent toute une série de propositions. Les Gilets jaunes, ce sont des personnes qui ont élaboré une plateforme revendicative qu'il faut respecter. Une plateforme revendicative par ailleurs qui s'approche beaucoup du programme que l'on a défendu lors de l'élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon avec l'Avenir en commun. Elle n'est pas égale à 100% à ce programme-là, et puis il n'y a aucune volonté de notre part de dire c'est notre programme qui est porté. Néanmoins, on peut constater quand même quelques similitudes entre cette plateforme revendicative-là et le programme qu'on a défendu. Alors il y a 4 points sur lesquels j'aimerais revenir qui sont importants. La première des choses, ce qui est demandé, et c'est très important, c'est l'augmentation des salaires. Pourquoi l'augmentation des salaires et pas l'augmentation de la prime d'activité ou tout ce truc-là qu'on veut nous enfumer avec? L'augmentation des salaires, c'est parce que les gens ne s'en sortent plus aujourd'hui. Quelles que soient leurs conditions de travail, quelle que soit leur réalité, qu'ils soient en zone périurbaine, qu'ils soient en ville, la vie est chère en France. Il faut comprendre que le SMIC, qui est à 1180 €, est beaucoup trop proche du seuil de pauvreté. Et qu'il y a trop de personnes qui travaillent, qui sont au SMIC, et il y a aussi trop de personnes qui sont en situation de pauvreté. La situation structurelle, fondamentalement, elle est celle-ci, et si le gouvernement n'a pas compris que le problème structurellement est celui-là, et bien en lui tend la perche, on lui explique sur quoi il faut agir pour pouvoir effectivement répondre aux demandes et aux revendications des Gilets jaunes. Alors on nous dira, oui, mais comment on finance? Eh bien, on va vous répondre. Premièrement, vous rendez l'ISF. L'ISF, c'est 4 milliards d'euros, mais c'est surtout très important de rétablir la justice sociale et la justice fiscale entre les personnes les plus riches de ce pays et les personnes les moins riches. Ensuite, le CICE. Comment ça? Un plan de 40 milliards d'euros par an, 40 milliards d'euros par an, où on donne à des entreprises les plus grandes, celles du CAC 40, 40 milliards d'euros par an pour soi-disant créer de l'emploi. Vous savez, la théorie du ruissellement économique, c'est-à-dire les riches vont s'enrichir et puis ils donneront des miettes aux plus petits, et des miettes qui vont se déverser. Sauf que cette théorie économique, aussi contestable soit-elle, incontestable ou contestable, ça dépend desquelles soit-elle, le problème, c'est qu'elle ne marche nulle part, ni en France, ni ailleurs. Donc, il faut revenir sur le CICE, il faut rendre les 40 milliards qu'on verse aujourd'hui à ces entreprises et on saura quoi en faire. Et puis, il y a une troisième piste, importante, fondamentale, celle de l'évasion fiscale. 80 milliards par an aujourd'hui, de manque à gagner dans les caisses de l'État, d'évasion fiscale, avec des paradis fiscaux, avec une traque justement des évadés fiscaux qui ne se fait pas comme il faut. Et puis allant même plus loin, il y a toute une série de niches fiscales qui incitent aujourd'hui à faire de l'optimisation entre guillemets fiscale et qui fait qu'il y a toute une série de gens qui échappent à l'impôt. Et bien évidemment, ça n'est pas vous et moi, mais c'est les personnes les plus fortunées de ce pays. Donc des pistes, il y en a. Ensuite, ce que demandent les Gilets jaunes, c'est aussi de la démocratie. Avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, cette loi permettrait, par exemple, à ce que des gens proposent des lois à partir d'un certain seuil, à ce qu'ils s'opposent à des lois, à ce qu'ils révoquent des élus quand ils n'ont pas fait leur travail. C'est très important aujourd'hui parce qu'on voit que la Ve République elle est à bout de souffle et qu'il faut passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, il faut un autre modèle qui permette à des gens d'être représentés et donc de participer activement dans la vie de la société et pas simplement de voter tous les 5 ans. Vous voyez bien que cette démocratie-là, elle s'oppose à la démocratie du pouvoir actuel, notamment d'un Benalla, m'a-t-on dit, qui se balade encore au Tchad avant la venue du président de la République. Et vous voyez que là, il y a une contradiction fondamentale entre les aspirations populaires et ce qui se pratique aujourd'hui avec le système de Macron et de son gouvernement. Mais il y a aussi une quatrième question, qui n'est pas des moindres, qui est la question de l'écologie. Parce qu'on a voulu opposer les revendications des Gilets jaunes à la construction d'une société plus écologique. Or, nous défendons une écologie, justement, qui soit une écologie populaire, qui parte à partir des aspirations du peuple et qui permet à ce que le peuple français puisse
justement vivre dans une société où l'on consomme mieux, où l'on vit mieux, où on prend soin de la nature, de la biodiversité, etc., etc. La démission de Hulot, si on revient toujours sur le bilan de 2018, n'est pas neutre par rapport à la politique anti-écologique de ce gouvernement. Donc, on ne peut pas construire un modèle qui s'appelle le capitalisme vert, parce qu'on ne réforme pas le capitalisme. On ne peut pas construire un modèle qui soit celui d'une écologie punitive, où on va punir les classes populaires parce qu'elles n'ont pas les moyens de consommer de manière écologique. Vous voyez toute la déconnexion de Macron quand il proposait une prime pour acheter des voitures écologiques pour des personnes qui n'ont pas les moyens tout simplement de se les payer. Donc les gens ont envie d'être écologiques, mais il faut qu'on leur donne les moyens de l'être. Et fondamentalement, parce qu'on parlait des ressources de l'État, eh ben, il faut une planification écologique dans ce pays. Et une planification écologique, c'est quelque chose qui se construit sur l'ensemble de la société et qui irrigue l'ensemble des secteurs de la société. Et là, il y a du travail, et là, il y a des perspectives pour l'humanité, parce que l'urgence est là. La planète, elle saura s'en sortir et s'adapter au réchauffement climatique. Mais peut-être qu'elle le fera sans nous. Et nous, c'est l'espèce humaine. Alors il ne faut pas croire que ces questions écologiques, c'est des questions simplement abstraites. Il y a des exemples concrets sur lesquels on peut revenir. Alors maintenant, je vais passer à l'échelle locale. À l'échelle du 13e arrondissement, sachez-le, il y a quelque chose qui s'appelle l'incinérateur d'Ivry. C'est-à-dire pour le traitement des déchets ménagers. Il y a un incinérateur aujourd'hui. Alors, c'est une bataille écologique à laquelle je me pose résolument dans le 13e arrondissement et que j'ai pu porter ça lors de la précédente campagne législative parce que vous respirez quotidiennement. Je parle aux habitants du 13e arrondissement, d'Ivry et des communes aux alentours. Vous respirez quotidiennement toute une série de particules et de polluants qui sont néfastes pour la santé. Vous voyez, des fois, si vous vous apercevez autour de la porte d'Ivry, au niveau du périphérique, vous avez une espèce de fumée blanche qui est en train de se dégager. Et cette fumée blanche, ça n'est pas de la vapeur d'eau, comme on a coutume de vous le dire. Évidemment qu'il y a de la vapeur d'eau. Oui, pour 22%. Mais pour les 78% restants, c'est quoi? Vous allez avoir du gaz carbonique. Vous allez avoir de l'oxyde d'azote. Vous allez avoir du dioxyde de soufre, du plomb, du mercure et 2 molécules potentiellement dangereuses pour la santé, des dioxydes bromés, des nano et des microparticules. Et tout cela contribue à la fois à la mauvaise santé de l'air que vous respirez, mais aussi à la mauvaise santé, votre santé et celle de vos enfants. Donc, il y a un dogme aujourd'hui. Il faut sortir de ce dogme. Il y a un syndicat qui s'appelle le SICTOM, qui est en fait l'agence métropolitaine qui est responsable de la gestion des déchets ménagers à Paris. Cet organisme a recours à 80% d'incinération pour le traitement des déchets ménagers. Et seulement 11% de recyclage, là où la moyenne nationale est de 37% pour le recyclage des déchets ménagers. Donc on a un grand retard là-dessus. Mais il y a un collectif qui s'appelle le collectif 3R, que je salue au passage, qui se battent pour un projet alternatif. Ils ont travaillé notamment avec Zero Waste, donc qui est un organisme international, et ils ont proposé un projet qui à la fois est moins cher et en plus qui permet de faire du recyclage dans de bonnes conditions. Pourtant, la mairie de Paris, Anne Hidalgo en particulier, sont sourds à cette sollicitation, à cette proposition. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pourquoi on ne ferait pas un référendum, par exemple, pour l'ensemble des Parisiens et des communes concernées, pour que les Parisiens, pour que les citoyens puissent se prononcer sur ce projet. Et bien, cette proposition de référendum a été faite par l'élu de la France Insoumise au Conseil de Paris, Daniel Simonet, mais a été refusée par la majorité actuelle de Anne Hidalgo. Bon, vous voyez un exemple concret de ce qu'on pourrait faire et qui ne se fait pas malheureusement. Donc la lutte continue là-dessus. Là, c'est sur un aspect écologique. Après, si on passe à un aspect social, je prends l'exemple des hôpitaux psychiatriques. Il y en a deux. Il y a l'hôpital Perret-Vaucluse, à la porte de Choisy, dans le 13e arrondissement, et l'hôpital Sainte-Anne, qui est à la lisière entre le 13e et le 14e arrondissement. Comment peut-on soigner des personnes qui sont en situation de fragilité psychologique, avec toute une série de maladies, lorsque le personnel
n'est pas bien traité en termes d'horaire, de récupération sur des repos, sur également la question des postes vacants. Par exemple, juste sur l'hôpital Sainte-Anne, il y a 22 postes qui sont non pourvus. Et puis, toute une série de choses sur l'accueil des patients en tant que tel, sur comment on fait des réorganisations dans un hôpital alors qu'on ne consulte même pas les instances représentatives du personnel. Comment peut-on améliorer le service public en n'écoutant pas les salariés, en ne leur donnant pas la reconnaissance dont ils ont besoin? Donc je soutiens à nouveau tous les salariés des hôpitaux psychiatriques en lutte pour des conditions de service public qui soient décentes, à la fois pour les patients et pour leurs conditions de travail. Une logique bien évidemment qui s'oppose à la gestion libérale actuelle dans les hôpitaux. Non, on ne manage pas dans les hôpitaux, on ne traite pas les patients comme si c'était des marchandises. Des patients, ce sont des personnes qui ont droit à un service public, et ce service public qui nous est cher, et il faut qu'on le défende. Donc tout mon soutien à nouveau pour le personnel hospitalier, du 13e, du 14e, mais comme dans l'ensemble de la région et du pays, j'en suis certain, où les conditions sont très très dures pour eux. Voilà donc des exemples un peu sur des luttes locales. Bon, je vais finir un peu cette émission par un aspect, parce que évidemment, on a parcouru un petit peu l'ensemble des questions politiques et sociales qui se posent à nous, mais se pose la question d'alternative. Alors comme vous le savez peut-être déjà, il y a une élection européenne le 26 mai prochain, où on pourra effectivement régler nos comptes démocratiquement avec M. Macron et sa politique, avec les politiques néolibérales qui sont dictées par l'Union européenne, et pouvoir proposer aux Français quelque chose. Donc je suis particulièrement fier que la France Insoumise a une liste aujourd'hui qui est portée par Manon Aubry en tant que tête de liste. Alors c'est un symbole important, parce que voilà que la France Insoumise fait confiance à une personne qui n'est pas issue de ses rangs, l'ex-porte-parole d'Oxfam, qui est une organisation non gouvernementale qui travaille sur les sujets des inégalités, sur la question de l'évasion fiscale, donc très très important, notamment dans le cadre européen. On a une liste qui est la plus représentative de la diversité sociale du pays. C'est quelque chose de fondamental. Alors dans le 13e arrondissement, on a commencé la campagne depuis un moment. Alors, on a été voir les gens faisant des actions au plus près de chez eux, donc que ce soit des boîtages, que ce soit des actions militantes près de chez eux. Et il va y avoir aussi toute une série d'actions qu'on va continuer à mener, notamment dans l'année 2019, avec notamment une caravane qui va sillonner l'ensemble des quartiers du 13e arrondissement, et où on va dans des actions de porte-à-porte, dans des pieds d'immeubles, à la rencontre des gens, pour les inciter, d'abord pour voter, parce que c'est très important de pouvoir participer à cette élection pour donner sa voix, et si possible, évidemment, les convaincre de voter pour la France Insoumise, parce que nous pensons que le bulletin de la France Insoumise sera le bulletin le plus utile pour s'opposer à la politique de Macron. Parce que ce soit des élus du Rassemblement national, ou des républicains ou autre chose, ce ne sont pas des personnes qui votent dans l'intérêt justement du peuple. Vous n'avez qu'à voir les votes au niveau du Parlement européen, ou une Madame Le Pen qui, soi-disant, s'oppose à Macron. Par contre, c'est la première à dire qu'elle est contre l'augmentation du SMIC. Vous voyez les contradictions qu'il y a. Donc, c'est très important d'avoir le maximum de députés européens de la France Insoumise. Alors, ça c'est pour les élections européennes. On fera en sorte que la France Insoumise fasse le plus gros score possible, dans le 13e, à Paris comme ailleurs. Maintenant, on me pose aussi la question sur des élections municipales. Bon, deux fois quand on vous croise, évidemment, la France Insoumise sera présente aux élections municipales. Elle sera présente avec des propositions, avec un programme et dans une liste qui comprendra l'ensemble des acteurs locaux du 13e arrondissement, que ce soit des syndicalistes, que ce soit des personnes associatives, des habitants, des citoyens engagés, etc. On fera tout ça ensemble. Bon, c'est encore un peu lointain, vous comprenez bien, il faut quand même qu'on avance sur la question des européennes et qu'on essaie de faire le plus gros score possible. Néanmoins, on a commencé aussi le travail sur la question des municipales et on a été vous voir avec un questionnaire que vous voyez ici et sur lesquels, en fait, on a posé toute une série de questions aux gens pour avoir leur ressenti sur comment ils voient la vie dans le 13e arrondissement, qu'est-ce qu'ils pensent des actions de la majorité sortante, quelles sont les propositions concrètes qu'ils nous font, et puis surtout on leur propose de faire ensemble, parce que l'objectif, ça n'est pas simplement de venir dire la France Insoumise propose, mais de faire en commun un programme et une démarche particulière. Bon, mais comme chaque jour suffit à sa peine,
Je pense qu'on peut d'abord commencer par passer une bonne campagne européenne ensemble, et puis après on viendra bien sûr continuer avec l'élection municipale. Donc voilà, j'ai terminé pour ce numéro 0. N'hésitez pas à la fin à mettre des pouces bleus si vous avez bien aimé cette émission, et de vous abonner à la chaîne et à la page Facebook qui va avec. Et je vous dis à très bientôt.